L'année dernière, la Cour pénale internationale a entrepris une enquête préliminaire en vue de déterminer si des crimes relevant de sa compétence ont été commis au Gabon dans le contexte de l'élection présidentielle d'août 2016. Le 14 mars prochain, un rendez-vous très attendu à Genève, l'examen par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU du rapport sur la situation des droits humains au Gabon. Quelles en seront les conclusions? Pour en parler avec nous, nous recevons dans ce grand débat Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir Francis Laloupeau, bonsoir aux auditeurs. Laurence Ndong, vous êtes membre de l'association Tournons la page, militante en faveur de l'alternance politique en Afrique. Vous avez publié Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Laurence Ndong, que peut-on attendre de cet examen périodique universel le 14 mars prochain à Genève? Est-ce qu'on peut parler d'une dégradation continue de la situation des droits humains au Gabon depuis août 2016? Si on décide de remonter simplement à août 2016, on peut partir de là. Mais sinon, on pourrait remonter encore beaucoup plus loin. Les droits humains ne sont pas respectés au Gabon. Mais c'est vrai qu'on a une forte dégradation de la situation des droits humains au Gabon, notamment depuis Ali Bongo et depuis août 2016. Vous parliez tout à l'heure de l'audition qui a été faite en novembre 2017. Il y a eu cette audition en novembre 2017. On a vu des mensonges flagrants qui ont été prononcés premièrement par l'ambassadrice du Gabon aux Nations Unies à Genève et par le ministre de la Justice de l'époque, M. Nkeya, qui a menti de façon flagrante. D'ailleurs, il est allé... Un exemple, quel genre de mensonge par exemple? M. Nkeya a dit par exemple qu'au Gabon, les prisonniers sont si bien logés que la prison centrale de Libreville ressemble à un hôtel où chaque prisonnier a sa chambre. Et moi, demain, je ferai un live sur Facebook où je montrerai des photos qui ont été prises à l'intérieur de la prison de Libreville pour montrer comment vivent ces personnes qui sont incarcérées. Que ce soit des prisonniers politiques ou prisonniers de droit commun, les conditions de vie à la prison centrale de Libreville sont simplement exécrables. Et ils ont été auditionnés en novembre, mais il n'empêche pas qu'en décembre, des jeunes ont encore disparu. On cherche toujours Alain Bella, on cherche Tempi Obam, on cherche Armel Mwende, Grand Calais qui ont disparu. Depuis là, Bertrand Zibi, son emprisonnement, sa détention préventive, je parle sous le couvert de l'avocat, sa détention préventive a été prolongée encore jusqu'au mois de septembre 2018. Ça va lui faire 2 ans de détention préventive. Et les témoignages que j'ai reçus de la prison de Libreville font état de personnes qui sont en détention préventive depuis 10 ans. 15 ans, elles n'ont pas été jugées, pour ne parler que de ça. L'année dernière, on a vu cette loi qui a été votée le 1er août 2017, une loi qui est liberticide, qui interdit toute forme de rassemblement, y compris dans les domiciles privés, dans les propriétés privées. Donc, et comme le disait Maître Méré, c'est pas une crainte, c'est juste que c'est un constat. Ces gens ont bâti leur gouvernement sur le mensonge. S'ils ont pu de façon aussi flagrante braquer une élection présidentielle au su et au vu de tout le monde, ce n'est pas un rapport qu'ils ne vont pas falsifier. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les rapports de la société civile et pour la première fois, je tiens quand même à le souligner, Amnesty International a mentionné les cas de torture et de violation des libertés fondamentales au Gabon. Donc, face à tous ces rapports, nous espérons que la réalité va l'emporter et que cette fois, les Nations Unies ne fermeront pas les yeux sous le couvert du langage diplomatique. Il y a un antécédent, il y a un précédent. C'est en 1985, le Gabon avait présenté son premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. Cette CEDEF a été adoptée par les Nations Unies en 79 et ratifiée par le Gabon en 81. Et le premier rapport de la CEDEF en 85 dénotait évidemment des discriminations à l'égard des femmes au Gabon. Lorsqu'il est arrivé aux Nations Unies à l'époque, l'ambassadeur du Gabon l'avait pris, retravaillé et présenter une situation mais idyllique. La femme gabonaise vivait dans le meilleur des mondes. Heureusement, la Commission des Nations Unies pour les droits des femmes avait rejeté ce rapport parce qu'elle avait reconnu qu'il était, il était trop beau pour être vrai. Donc nous espérons que cette fois encore, on pourra arriver à cette commission pourra relever tous les mensonges et renvoyer le gouvernement usurpateur entrons dans le détail. Quelles sont les atteintes spécifiques aux droits humains aujourd'hui au Gabon? Est-ce qu'il y a des exactions qui ont été documentées, par exemple, Laurence Ndong?
Il y a des exactions qui ont été documentées. Nous avons travaillé, moi personnellement, j'ai travaillé avec l'association chrétienne contre les arrestations arbitraires et la torture, la CAT. Nous avons travaillé donc sur ces dossiers de disparition. Nous avons travaillé sur les tortures à l'égard de monsieur Bertrand Zibi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai reçu une copie d'une lettre que son avocat adresse au procureur de la République parce que on refuse de directeur de la prison. Bertrand Zibi, c'est un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique, un ancien député du Parti démocratique gabonais qui a simplement eu le malheur de mettre Ali Bongo face à ses échecs et à l'échec de sa politique et qui a donc démissionné avec fracas du Parti démocratique gabonais et de son poste de député le 23 juillet 2016. Et suite à cela, il a rejoint l'opposition et il a donc été arrêté au quartier général de monsieur Jean-Ping le lendemain de la déclaration frauduleuse d'élection, donc le 1er septembre 2016. Et donc depuis, il est en prison. Les motifs de son arrestation ne sont pas connus, ce sont des motifs fallacieux. On l'a confronté aux jeunes qui disaient, soi-disant, que Bertrand Zibi les avait enrôlés et qu'il leur avait donné des armes pour une insurrection. Ces jeunes ont reconnu devant le procureur qu'ils ne connaissaient pas Bertrand Zibi, qu'ils ne l'avaient jamais vu, mais qu'on leur avait dit de dire et que là, ils se rétractaient. Mais malgré ça, Bertrand Zibi est toujours en prison et son emprisonnement est prolongé jusqu'en septembre 2018. Donc, on a des cas qui sont documentés. Les personnes qui ont été sauvagement abattues le 31 août 2016, nous avons des cas qui sont documentés. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que l'attaque du quartier général de monsieur Jean-Ping est tellement odieuse parce que c'est une attaque qui a été savamment préparée. Et j'en ai pour preuve que au moment de cette élection, il y avait des organes de presse internationaux au Gabon. Il y avait RFI, il y avait France 24, il y avait TV5 Monde, il y avait TV5 Monde, il y avait RFI et les journalistes de ces organes internationaux ont été convoqués à la présidence le 1er septembre pour une soi-disant conférence de presse simplement pour qu'ils n'aillent pas filmer le quartier général de Jean-Ping qui était en train d'être nettoyé par l'armée. Donc c'est une autre journaliste de TV5 Monde qui se trouvait en France qui a appris ce qui s'était passé. Donc, quand elle appelle son caméraman au Gabon pour lui demander d'aller au quartier général de Jean-Ping, il lui dit « Je suis à la présidence, on est là pour une conférence de presse qui n'a pas lieu et on nous interdit de bouger. » Donc, vous vous rendez compte qu'ils ont séquestré la presse internationale à la présidence de Libreville le 1er septembre pour qu'il n'y ait pas d'image. Et quand ils sont arrivés, quand on les a libérés en fin de journée et qu'ils ont couru au quartier général de Jean-Ping, il n'avait plus que la fameuse flaque de sang dans l'entrée qui seule a été filmé. Donc, ils n'ont pas pu filmer le reste parce qu'ils ont pris soin de nettoyer. Donc, quand on a affaire à des individus qui se conduisent ainsi envers une population civile qu'ils sont censés conduire, on est face à quelque chose de forcément, de hautement surréaliste. Et on ne peut pas leur faire confiance pour aller dire la vérité. C'est d'ailleurs pour ça qu'eux-mêmes ont refusé une enquête internationale. Pourquoi l'enquête TAD? C'est parce qu'ils la refusent. C'est eux qui ont fait semblant de saisir la CPI. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que la CPI ne trouve pas de preuves sur le terrain parce qu'ils les ont enlevés, ils ont fait disparaître les corps, ils ont enlevé les balles et ils espèrent que le temps de la justice n'étant pas le temps des hommes, on leur dira dans quelques années non lieu, on n'a rien trouvé. Je précise pour les auditeurs que nous avons évidemment invité des représentants du pouvoir gabonais qui ont tous décliné cette invitation. Donc, un mot sur ce rapport de Amnesty concernant la liberté d'expression, du recul de cette liberté d'expression au Gabon. On parlera de recul, mais c'est le sens même d'une dictature, empêcher que les populations s'expriment. Et il y a une autre chose derrière cette loi, c'est que on voit que ces gens-là qui dirigent le Gabon de façon illégale et illégitime font les lois à la tête de la personne. De la même manière qu'on modifie la Constitution pour les beaux yeux d'Ali Bongo, on fait une loi parce qu'on en veut à un organe de presse. Cette loi a été faite uniquement contre Écho du Nord, dont le directeur Écho du Nord, dont le directeur de la publication Désiré Enam réside en France. C'est tout. Désiré Enam est le seul rédacteur en chef, directeur d'un organe de presse qui réside en France. Donc, pour Écho du Nord seul, ils avaient déjà envoyé leur milice à Écho du Nord, qui avait raflé tout le personnel, y compris les femmes de ménage. Ils ont été emmenés, séquestrés. Celle qui est fait aujourd'hui office de rédactrice en chef par intérim, Madame Oya Seko, a été torturée. Donc, ils en veulent spécialement à
Écho du Nord. Mais qu'à cela ne tienne, ils veulent effectivement que les Gabonais cessent de parler. Pour eux-mêmes, les Gabonais devraient cesser d'exister. On doit les laisser faire du pays ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est le piller et le détruire. Tant qu'il n'y aura personne qui parle, c'est ce qui va les arranger. On a quand même vu Bilye Binzé passer à la télévision nationale. Binzé, c'est le ministre de la Communication, qui est passé à la télévision nationale et qui a dit haut et fort que les organes de presse publics ne sont réservés qu'à ceux qui reconnaissent Ali Bongo comme président, que les autres aillent s'exprimer ailleurs. Donc, il y a rien de plus clair que cela. Ils veulent étouffer toute communication contraire à la leur, parce que comme toutes les dictatures, ils veulent donner simplement une image. Nous parlons aussi de ces législatives, évidemment, qui posent quelques questions. Laurence Ndong, vous m'avez fait remarquer que la date de novembre, que je cite depuis tout à l'heure, n'est pas sûre du tout, parce qu'on avait parlé effectivement à un moment donné du mois d'avril. Mais est-ce que vous pensez que ces élections législatives auront bien lieu cette année en 2018 ? Oui, je suis assez surprise que vous parliez du mois de novembre, parce que l'élection était annoncée pour le 28 avril et la semaine dernière, Monsieur Mata, qui est illégalement ministre de l'Intérieur, a convoqué les partis d'opposition et grande a été notre surprise, enfin, de voir que les leaders de la coalition pour la Nouvelle République qui sont allés, c'est aussi leur droit. Mais il leur a dit que la date, c'est pas le gouvernement qui va la fixer, c'est le Conseil gabonais pour les élections, donc le fameux CGE qui doit être mis en place. Mais ces élections ont déjà été reportées une fois. Elle devait avoir lieu en décembre 2016. 2016, oui, c'est ça. Elles ont été reportées déjà pour 2017. Nous sommes en 2018. C'était pour avril et là, nous apprenons là sur ce plateau que c'est maintenant pour novembre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ces gens-là sont des hors-la-loi. Ils ne respectent absolument rien. Ils ont un seul objectif, c'est conserver le pouvoir. Et ce pouvoir, ils ont montré qu'ils sont prêts à le conserver, même s'il leur faut décimer l'ensemble des Gabonais. Parce que leur priorité, c'est de détourner l'argent du Gabon pour leur bien personnel. C'est tout. Donc, quand on nous dit que, oui, il ne faut pas boycotter les législatives, il y a une différence entre boycotter les législatives et empêcher qu'elles se tiennent. Il y en a qui disent, oui, le boycott n'a jamais payé et l'élection a donné quoi ? Les gens parlent comme si nous sommes à la 2e, à la 3e. Nous sommes à 28 ans d'élections volées. C'est depuis 1990 qu'on aurait dû avoir la démocratie. 5 élections présidentielles volées, 4 élections législatives volées. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que subitement ceux qui volent des élections, toujours de manière sanglante, vont tout à coup subitement pour cette élection législative devenir des enfants de cœur et laisser l'opposition remporter des postes. Et vous avez entendu le journaliste, il a dit, pour quelqu'un qui travaille dans un organe de presse noyauté par l'État, dire que l'État, le pouvoir donnera les sièges qu'il veut à l'opposition, parce que c'est ça la réalité. On nous a sorti plusieurs fois sur les réseaux sociaux cette citation d'Abraham Lincoln, le bulletin de vote est plus puissant que le fusil. En démocratie, pas en dictature. Si Ali Bongo est encore là au pouvoir aujourd'hui en 2018, c'est parce qu'il nous a montré qu'au Gabon, le fusil est plus puissant que le bulletin de vote. Et le sens de notre combat aujourd'hui, c'est de renverser la dictature pour que désormais le bulletin de vote devienne plus puissant que le fusil. Mais on n'en est pas encore là. Et moi, personnellement, je ne pense pas qu'en allant à 1000 élections, sans préparer derrière comment on fait pour résister à la fraude électorale, comment on fait pour réagir quand ils viennent annoncer de faux résultats comme le 31 août 2016. Si on n'a pas un réel plan pour contrecarrer cette fraude massive et contrecarrer l'armée derrière qui va tuer les gens, ça ne sert absolument à rien. Et je crois que si cette fois, l'opposition avait fait bloc en disant on ne peut pas aller à des élections avec des gens qui viennent de voler de façon aussi flagrante et de façon aussi sanguinaire une élection. J'entends parler de positionnement politique, j'entends parler de carrière politique, j'entends parler d'avenir politique. Mince, est-ce qu'on pense à ces familles qui cherchent encore leurs enfants? Est-ce qu'on pense à ces femmes qui ont été violées, qui se plaignent et qui m'envoient des messages chaque jour sur mon compte Facebook, sur ma page? Est-ce qu'on pense à ces gens? On ne parle pas de la mutinerie à la prison de Libreville. Il y a eu près de 130 prisonniers qui ont été tués la nuit du 31 août, dont des mineurs. Il y en avait un de 17 ans. Son père m'a écrit, il est en dépression. Est-ce qu'on pense à ce peuple? Ils vont aux élections. Qui ira voter? Vous pensez vraiment que les Gabonais aujourd'hui, c'est juste de leur dire de repartir voter avec le même régime, avec les mêmes institutions, avec à la tête desquelles on a les mêmes personnes? Il faut quand même à un moment donné qu'on soit sérieux. Moi, je suis du côté du peuple et qu'ils fassent leurs élections, que ceux qui veulent un avenir politique aillent pour leur avenir politique. Mais le peuple gabonais ne suivra plus. Le peuple va suivre sa propre voie.
Donc, en conclusion, en 40 secondes, vous avez pour conclure. Je vais peut-être faire plaisir à la personne qui parle en disant qu'effectivement, quand on est des personnes justes, on défend la justice pour tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé ici de tous les prisonniers de droit commun qui croupissent injustement en prison. Nous n'avons pas parlé que des prisonniers politiques. Et je sais que quelqu'un comme Mapessi, monsieur Mapessi, qui est l'ancien directeur général de la Société nationale des logements sociaux, est injustement en prison. Il est en prison, c'est un fonctionnaire qui a servi l'État gabonais et qui aujourd'hui est en prison par des magouilles orchestrées par à l'époque M. Ben Moubamba, juste pour lui prendre le poste de directeur général, pour le donner à un de ses amis qui ne le mérite même pas, M. Ntchouerem Biamani. Ce sont des injustices que nous dénonçons également. M. Ngambia, M. Ngoubou, ils ont été ministres de la République d'Ali Bongo. Ils ont leurs responsabilités, ils ont volé, mais eux aussi ont droit à des procès équitables. Ils ont droit à ce que la lumière soit faite là-dessus. Et tous ceux aujourd'hui qui sont avec Ali Bongo, qui volent aussi, doivent avoir le même traitement. Donc, nous sommes là pour que le Gabon soit à jamais un pays démocratique et que les Gabonais soient respectés dans leur dignité et leur souveraineté. Laurence, donc, merci d'être venue. Merci beaucoup. On attendra avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, les conclusions que va réserver le Conseil pour les droits de l'homme des Nations Unies à ce rapport sur les droits humains au Gabon. Merci, Laurence. Donc,